Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons entamer le cours sur l'œil. On va faire une anatomie, puis parler de ses défauts, comment on voit en couleur, ainsi de suite. Plusieurs questions seront posées dans ce cours-là. Donc, vous savez que l'œil humain, notamment, est un organe qui sert à la vision, la communication avec le monde qui nous entoure. Ça permet de voir les objets directement ou voir les images formées par les instruments optiques que nous avons déjà traités, à savoir le miroir plan, dioptre plan, le miroir sphérique, dioptre sphérique, lunettes, une lentille, un ensemble de lentilles pour former microscope, une loupe, télescope, ainsi de suite. Plusieurs. Donc ça permet d'analyser l'image formée par un instrument optique. L'œil, il faut savoir qu'elle est composée d'une membrane blanchâtre épaisse de 2 mm qui s'incurve sur l'entrée de l'œil, comme vous voyez ici. Ça s'incurve et devient clair. Ça s'appelle la cornée. La partie blanchâtre que nous avons ici porte le nom de la sclérotique. Et la lumière rentre par la cornée, elle va traverser une humeur aqueuse, espèce de milieu d'indice de réfraction donné, et va rencontrer un diaphragme. Un diaphragme, c'est-à-dire un instrument qui permet de réduire la quantité de lumière incidente et ne laisse passer qu'une petite partie de la lumière à l'intérieur de l'œil. Et ce diaphragme-là porte le nom de l'iris. C'est lui qui nous donne la couleur aux yeux. Et c'est un diaphragme dont l'ouverture porte le nom de la pupille. Elle sert à réduire la pupille selon l'importance de la lumière incidente. Une fois la lumière rentrée à l'intérieur, vous voyez, là j'ai l'iris, la sclérotique, la pupille c'est la partie noire que vous voyez là. C'est là, par là où rentre la lumière. Et derrière, il va rencontrer ce qu'on appelle le cristallin, pièce maîtresse optique pour l'œil. Donc il faut savoir que l'œil, donc j'ai la pupille, j'ai l'iris, l'œil c'est un organe de vision et on peut couper comme ça pour trouver la sclérotique, c'est la membrane blanchâtre d'épaisseur 2 mm à peu près, qui est épaisse partout, sauf à l'entrée, ça vient s'incurver pour devenir transparente et laisser passer la lumière. Ça s'appelle la cornée. Après la cornée, on trouve l'humeur aqueuse. C'est un milieu visqueux, d'indice de réfraction en termes d'optique donné. Après, on va rencontrer ce qu'on appelle l'iris, le diaphragme, qui réduit la lumière incidente. Ce diaphragme, dont l'ouverture porte le nom de la pupille. Et derrière, on trouve le cristallin, la pièce maîtresse optique pour l'œil. C'est ce cristallin qui va former l'image et la projette sur un écran qui porte le nom de la rétine. La rétine, c'est toute cette partie-là sur laquelle l'image est formée, afin qu'il soit net. Il y a une partie très réduite de cette rétine-là qui s'appelle fovea ou la tache jaune. C'est là où vraiment l'image elle est nette, complètement nette. Quand vous regardez un tableau, vous regardez un objet, une partie de cet objet elle est nette, formée sur cette fovea. En revanche, la partie de l'image formée sur le reste de la rétine, elle est visible, mais elle n'est pas aussi nette que la partie formée sur le fovea. Donc vous voyez, l'œil, c'est un organe de vision, de communication, c'est un globe de 8 grammes de poids, si on le pèse, 25 mm environ de diamètre, recouvert d'une enveloppe blanchâtre qu'on appelle la sclérotique, membrane d'épaisseur environ 2 mm. Dans la partie antérieure, c'est la cornée, la partie qui s'incurve et qui devient transparente. D'accord ? Pour laisser rentrer la lumière. Et vous voyez, donc voilà l'œil qu'on a avec un nerf optique. Ce morceau-là, c'est le nerf optique
c'est le nerf qui va transmettre l'information au cerveau. Parce que le cerveau qui va analyser les choses, qui va identifier, qui va nommer, qui va prendre les décisions. Donc, j'ai la sclérotique, la cornée ici qui fait partie de la sclérotique qui s'incurve et devient transparente. Donc, vous voyez, avec l'iris qui va donner la couleur aux yeux et dans l'ouverture, c'est la pupille. La couleur des yeux est assurée, comme j'ai dit tout à l'heure, par l'iris, un diaphragme dans l'ouverture, la pupille, situé devant le cristallin. L'iris commande l'ouverture de la pupille dont le diamètre varie entre 2 et 8 mm selon l'âge de la personne. Donc voilà, vous voyez sur cette simulation, on a le diaphragme qui est l'iris, qui ferme, qui ouvre la pupille, d'accord? Le diamètre de la pupille varie selon l'importance de la lumière incidente, d'accord? C'est comme l'œil du chat, d'accord? L'œil du chat, ça se ferme seulement, c'est en fente pour l'œil du chat quand il se ferme. Et derrière, on trouve la pièce maîtresse, pièce optique, maîtresse pour la vision, c'est le cristallin. Le cristallin, c'est un ensemble de membranes juxtaposées l'une sur l'autre, d'accord, empilé si vous voulez, et qui va jouer le rôle d'une lentille convergente, qui va former l'image sur la rétine afin qu'il soit visible de façon nette. Le fond de l'œil est tapissé par la rétine R que je vous ai montré tout à l'heure. Écran sur lequel se forme l'image, la rétine est composée de diverses couches de faible épaisseur, de 10 à 40 micromètres, très très faible. Une couche est constituée de 2 sortes de cellules. Une cellule qui porte le nom des cônes, les cônes CO, chapeau, NE, c'est les cellules responsables de détecter la couleur. Et ils ne fonctionnent que s'il y a beaucoup de lumière, une lumière d'intensité importante. La lumière du jour, par exemple, ça nous permet de détecter la couleur et d'identifier les couleurs à l'aide du cerveau. Et à côté, il y a ce qu'on appelle les bâtonnets. Les bâtonnets, c'est des cellules qui fonctionnent avec très peu de lumière, mais ils ne sont pas capables de détecter la couleur. Le soir, quand vous rentrez dans votre pièce, s'il y a très peu de lumière d'éclairage, vraiment une lueur de lumière, vous allez voir, observer, identifier, reconnaître vos objets, mais sans pour autant identifier la couleur de ces objets-là. C'est très difficile. Et vous voyez sur ce schéma-là, on a la lumière qui rentre dans l'œil par, comme j'ai dit tout à l'heure, par la cornée. Après la cornée, il y a l'humeur aqueuse, et puis il y a la pupille, le cristallin, humeur vitrée, et ça arrive sur ce qu'on appelle la rétine, l'écran de projection. Une fois l'image est formée sur la rétine, notamment sur la fovea, tache jaune, elle est nette, et c'est le nerf optique qui va transporter l'information vers le cerveau. Et au niveau de la cellule, au niveau de la rétine, pardon, on agrandit cette partie-là. On retrouve une multiple de couches juxtaposées l'une sur l'autre. Chaque couche d'épaisseur à peu près de 10 à 40 micromètres et qui contient 2 sortes de cellules. Les cellules responsables de la couleur, ça s'appelle les cônes, RVB, rouge, vert, bleu, et les bâtonnets qui sont responsables uniquement d'identifier les objets quand la lumière est très 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 faible, sans pour autant déclarer la couleur. Pour voir la couleur, identifier la couleur, il faut une lumière assez importante, incidente. D'accord ? Très bien. Donc, les bâtonnets assurent la vision quand la lumière diminue d'intensité. Vous voyez, j'ai schématisé sur ce cercle-là une partie de la cellule, une partie de la couche, d'une couche qui, dont l'épaisseur est de 10 à 40 micromètres, qui se compose de cônes, rouge, vert, bleu, d'accord? C'est tout ce qu'il y a comme couleur. On va expliquer pourquoi par la suite. Et des bâtonnets qui sont responsables de détecter les objets quand la lumière est très 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 faible, dans une lueur de lumière. On peut se poser la question, alors comment l'œil voit en couleur? Est-ce qu'on voit avec l'œil ou avec le cerveau? Ce sont des questions qu'on peut se poser. Je tiens juste à rappeler une chose, c'est
le diagramme des couleurs, ou les couleurs additives, ce qu'on appelle les couleurs additives, c'est que les principales teintes, c'est le rouge, bleu, vert, RVB, c'est les principales. Et à l'aide de ces trois couleurs, on peut obtenir toutes les autres couleurs, comme il les a définies Newton et Young, ainsi de suite. Donc si je mélange la lumière rouge et bleu, je vais obtenir une lumière magenta. Bleu et vert, je trouve cyan. Rouge et vert, je trouve le jaune. Et quand je mélange les trois, j'obtiens la couleur blanche. Donc vous savez, on a déjà vu que la lumière blanche est composée d'une myriade de couleurs, de teintes, ce qu'on appelle les teintes, les radiations de couleurs. Alors là, pour obtenir le blanc, il suffit de mélanger les trois principales teintes de lumière, rouge, vert et bleu, et sans passer par les autres. Ces trois couleurs, leur mélange à un pourcentage équitable, on obtient à peu près la lumière blanche. Ça, c'est la règle du diagramme de la lumière additive. L'œil est alors un organe extrêmement complexe. C'est un organe de communication avec le monde qui nous entoure. Notre environnement, l'univers qui nous entoure, c'est cet organe qui nous permet de voir, entre guillemets, le monde en couleur. Et on va expliquer l'anatomie, on va expliquer le pourquoi de la chose de point de vue physique et de point de vue biologique ou physiologique, ou en noir et blanc, et de percevoir les milliers de couleurs. Donc la couleur, c'est une perception. La notion, la physique, la science physique, si vous voulez, ignore la notion de couleur. Parce que la lumière est physique et la couleur est un concept biologique, c'est-à-dire qui dépend d'une perception, donc qui dépend du cerveau. C'est le cerveau qui perçoit et qui interprète par la suite. Donc la couleur n'est pas un concept physique, c'est un concept biologique. Biologique est ce que nous appelons une perception du cerveau. D'accord ? Perception, c'est le cerveau qui va, selon une base de données qu'il a remplie dans le passé, chaque individu, et il va identifier les différentes couleurs. La vision des couleurs est une sensation, et ne se manifeste pas au niveau de notre œil, mais au niveau de notre cerveau. Quand je dis je vois du rouge ou du vert ou du bleu, c'est le cerveau qui interprète ce que je vois. L'œil capte, c'est un organe de communication, il capte, il transmet l'information à l'œil, au cerveau, pardon, et c'est le cerveau qui décide selon une base de données qu'il a. Donc l'œil, j'éclaire un objet par une lumière du jour, du soleil. Donc lumière du jour, c'est lumière blanche. Il y a une ou deux radiations qui vont se réfléchir. Regardez là, il n'y a aucune qui se réfléchit, c'est le noir, ça c'est le rouge, d'accord ? Vert, après bleu, et puis s'il y a une lumière composée, là c'est le jaune, c'est les deux, selon ce principe-là, selon la règle, le diagramme des couleurs de la lumière additive. D'accord ? Donc quand je vois ces poivrons vert, rouge, bleu, jaune, pardon, eh ben, l'œil va capter la lumière diffusée par ces poivrons. Donc là, c'est un composé du rouge et du vert, comme on l'a vu ici. Et là, c'est du vert tout court, simple, ça c'est le rouge simple. D'accord ? C'est le même principe sur lequel se base le fonctionnement de votre portable, que ce soit le GSM ou que ce soit votre ordinateur. L'écran de portable, elle se base sur 3 cellules. Chaque cellule, il y a une couleur, une teinte. Et selon l'importance de la teinte dans l'image observée, ben, elle va se déclarer. Un pixel, c'est un point, picture element, c'est un élément, donc il contient les 3 teintes. C'est comme l'œil, RVB, et selon l'importance, selon la réaction, on peut voir les différentes couleurs, que ce soit là ou que ce soit là. Donc c'est le même principe, c'est la lumière additive. L'œil n'est qu'un médiateur, un élément médiateur qui capte les rayons lumineux qui viennent de l'objet du monde extérieur,
de l'objet observé et les transforme et les transfère au cerveau à l'aide du nerf optique. Et c'est le cerveau, donc avec coefficient de pondération, sur les 3 teintes. Nous avons dit qu'au niveau de la rétine, chaque individu, il y a les composantes cônes qui sont responsables de la couleur, RVB. Chacune de ces cônes-là va être excitée selon l'importance de la teinte envoyée par l'objet. C'est un titre d'exemple. Si l'objet est rouge, par exemple le drapeau national, le fond elle est rouge, d'accord, et l'étoile elle est verte. Notre œil va va détecter le vert et le rouge sous forme d'une lumière. Et cette lumière serait envoyée au cerveau qui va identifier cette couleur. Alors que le bleu n'existe pas dans notre drapeau, eh ben, la cône bleue ne sera pas excitée. Donc c'est 0%, le reste, on va dire, 80% pour le rouge et 20% pour le vert. Donc ça va transmettre et le cerveau va déclarer qu'il est en train de voir un drapeau rouge, dominance rouge, avec une étoile au milieu qui est verte. Très bien. Donc la couleur, c'est un terme purement biologique, c'est pas physique. La physique ignore la couleur. Par contre, la physique s'intéresse à la lumière en tant qu'onde. Bon, là, ce n'est pas votre niveau, mais sous forme d'onde. Au début du premier cours, nous avons représenté la lumière comme les Grecs, par un rayon lumineux. Par la suite, on pourrait parler d'une onde. La lumière se comporte comme une onde Moja, de longueur d'onde donnée, ainsi de suite. Mais restez à ce niveau-là que la couleur n'est pas physique, c'est biologique. Ce qui déclare la couleur, c'est une perception. C'est le cerveau qui va déclarer en se basant sur les expériences antérieures pour emmagasiner les données dans un côté, pour s'en servir par la suite. Le terme perception, c'est du latin percepio. Saisir désigne cette capacité de reconnaître les personnes, les objets, les couleurs, les odeurs, les bruits, les sons de notre environnement, c'est-à-dire mettre en relation notre expérience présente de l'environnement avec les expériences passées stockées en mémoire. Voilà les teintes qu'on peut voir, les 7 couleurs comme les a identifiées Newton. Les 7, c'est relatif au chiffre 7 qui était un chiffre mythique pour toutes les civilisations. Donc là, Newton, il s'est basé sur ça pour dire le spectre de la lumière visible à l'œil nu est composé de 7 teintes. Donc vous avez le rouge, le violet, l'orange, le bleu, le cyan, le jaune, le vert et le bleu. D'accord? Donc 7 couleurs, donc rouge, jaune, vert, cyan, bleu, violet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, l'orange, 7, et puis le magenta qui se trouve par là, donc ça fait 7. 7 couleurs qu'on peut détecter par l'œil nu. Mais à vrai dire, il y a des milliers sur votre ordinateur, vous pouvez avoir une palette de millions de couleurs. Notre œil n'est pas capable de décerner entre 2 radiations voisines. Alors que votre ordinateur électroniquement parlant, on peut décerner, puisque la valeur de lambda, la longueur d'onde, varie de quelque peu, de très peu. Donc, électroniquement parlant, on peut dire qu'il y a différence. Sur l'œil, on ne peut pas. Donc, les personnes ayant une vision normale sont très chromatiques. C'est-à-dire 3. Chromatique, 3 couleurs. Trichromatique. C'est normal puisqu'il possède 3 types de cônes. Les cônes que je vous ai montrés tout à l'heure, RVB. RVB pour voir et détecter les objets en couleur. Alors que certaines personnes ne peuvent malheureusement détecter que 2 couleurs. On dit dichromates. Dichromates, ces personnes-là sont des daltoniens. Le daltonisme, c'est une maladie qui touche au niveau de l'œil. C'est-à-dire, un des cônes, soit le rouge, soit le vert, soit le bleu, ne fonctionne pas. Ce qui fait, supposons que le bleu ne fonctionne pas. Quand j'éclaire avec une lumière, un objet avec une lumière bleue, la personne dont le cône bleu est défecté, est infecté, donc il ne va pas voir le bleu, il va voir le gris.
Ça s'appelle daltonien. Le daltonisme, c'est en général, le daltonisme répandu, c'est les personnes qui peuvent voir le bleu et le vert, mais le rouge, il est absent. C'est-à-dire, le cône rouge, il est détruit. Ils ne peuvent pas détecter la couleur rouge. Quand vous montrez un objet rouge, pour ces daltoniens-là, c'est du gris, parce qu'ils ne sont pas capables de détecter cette teinte rouge. Donc, on dit qu'elles sont dichromatiques. La plupart, c'est le rouge qui pose problème pour ces personnes-là. De manière exceptionnelle, 2 ou 3 cônes peuvent manquer, la personne voyant alors en noir et blanc, dans le cas extrême. Si les 3 cônes ne fonctionnent pas, alors là, ce n'est pas la peine de parler couleur à cette personne-là. Elle est daltonienne totale et elle ne voit qu'en noir et blanc. Si la lumière est un phénomène physique, alors que la couleur observée par l'être humain n'est qu'un phénomène biologique. J'insiste sur ça. La couleur, c'est le cerveau qui déclare. La lumière, elle est physique, on peut interpréter physiquement, alors que la couleur, elle est interprétée biologiquement, par les cônes, par la synthèse additive de la lumière, ainsi de suite. Donc, synthèse additive de la lumière est la base de l'observation en couleur d'un œil normal, d'une personne normale, c'est-à-dire très chromatique. Les 3 cônes fonctionnent en même temps. Donc, j'ai le rouge, vert, bleu. Entre ces cônes-là, il y a des bâtonnets qui sont utilisés dans le cas où il y a très peu de lumière. On peut observer un objet, l'identifier, mais sans pour autant indiquer sa couleur. Donc les daltoniens n'arrivent pas à faire une association de couleurs, donc ils n'aperçoivent pas une ou deux des couleurs principales, confusion des couleurs. Il faut noter une chose, c'est que 8% de la population mondiale sont des daltoniens, dont la majorité sont des garçons. Et c'est la maman qui transmet ce défaut d'acuité visuelle, ce défaut visuel aux enfants. D'accord ? Donc, vision normale, on va voir ce spectre-là, rouge, orange, jaune, vert, cyan, bleu, violet, alors que pour un daltonien, quelqu'un qui a le daltonisme, il ne va pas voir le rouge, il va voir le violet et le bleu. Toute cette partie-là, pour lui, c'est du gris, n'a pas de couleur, parce que le cône rouge ne fonctionne pas comme il faut. Et là, sans pour autant faire une publicité, c'est juste pour illustrer ce défaut de daltonisme. Je ne possède pas les actions dans cette boîte-là. Donc là, j'ai une boîte de fromage connue, d'accord ? J'ai les couleurs ici, alors que le daltonien ne voit que cette partie-là. D'accord ? Donc, maintenant, on a décrit l'œil du point de vue anatomie, on a vu les éléments qui composent l'œil, son poids, son diamètre, comment il fonctionne et comment il fonctionne du point de vue couleur. Alors là, on va voir au niveau d'optique. Optique, comment fonctionne l'œil. Vous savez, l'œil fonctionne du point de vue optique comme un appareil photo. Vous savez, l'appareil photo vous donne une image renversée. C'est une lentille ici. Vous vous rappelez du cours des lentilles. J'ai une lentille convergente là, c'est le cristallin, ou là, c'est l'appareil photo. J'ai un objet à prendre en photo, sur l'appareil photo, j'aurais pris une photo à l'envers. Parce que la lentille me forme une image réelle, renversée, d'accord, située derrière la lentille, que nous avons vue lors du cours de lentilles, et on les a tracées. Construction géométrique de cette image. Exactement pareil. Donc j'ai une lentille L ici, j'ai un objet devant, je forme une image, je suis les rayons, je forme une image. Je constate que cette image, elle est réelle, renversée, plus petite, plus ou moins grande que l'objet, peu importe. Mais l'essentiel, c'est que l'image, elle est renversée. Ce fonctionnement optique, on le retrouve aussi bien pour un appareil photo que pour l'œil. L'œil, vous voyez, j'ai un objet qui a fait de tournesol là, son image formée sur la rétine, elle est renversée, transportée par le nerf optique, et c'est le cerveau qui redresse, je veux dire, la lampe, l'objet. Là, c'est une lampe, son image formée par le cristallin, par l'œil, elle est renversée, le nerf optique ramène l'information au cerveau, le cerveau fait le redressement.
Très bien. Donc, de point de vue optique, l'œil fonctionne comme une lentille convergente. Il forme l'image renversée réelle sur la rétine afin qu'elle soit visible d'une façon nette. D'accord? Sur un appareil photo, l'image est formée sur la pellicule pour les anciens appareils ou sur une plaque pour l'électronique, enfin les CCD, caméra Charge Coupled Device, pour les nouvelles générations. On peut se poser la question, mais pourquoi on a deux yeux? Ben, on a deux yeux, Dieu merci, c'est pour voir les objets et les voir en 3D, trois dimensions. Je suis dans un boulevard, je jette un coup d'œil sur le boulevard et je peux arriver à classifier, à arranger, à ordonner, à classer devant moi les objets observés, les arbres, les poteaux, les voitures, ainsi de suite. Je peux, vous savez, l'œil fonctionne comme un compas. Il vous permet de placer les objets un après l'autre, jusqu'à une certaine limite. Au-delà, il ne fonctionne plus. Au-delà d'un certain... Donc, deux yeux séparés de 7 cm, c'est pour voir la perspective, 3D. Et sur un boulevard, comme vous voyez sur cette image-là, je peux placer tous ces immeubles l'un après l'autre, ces lampes, ces poteaux, mais au-delà d'une certaine distance. Par exemple, regardez le fond. Le fond, il y a un ensemble d'immeubles, mais il m'est très difficile, pratiquement impossible, de placer l'un après l'autre. Ce que je peux faire en regardant le fond, c'est que je vois comme ça. Et je n'ai aucune certitude, aucune preuve de placer ça ou ça, l'un devant l'autre. Pour moi, ils se mettent tous en même temps. C'est exactement pareil pour ce qui se passe lorsqu'on voit le soir le ciel. Lorsqu'on voit le soir le ciel par nuit claire, on voit une myriade de points brillants dans le ciel. Ce sont les étoiles. Et si on veut les placer et évaluer leur distance par rapport à nous, ben, à l'œil nu, c'est pratiquement impossible. Car notre œil, au-delà d'une certaine distance, ne fonctionne plus pour pouvoir ranger les objets. On sait que dans le ciel, des étoiles plus proches de nous que d'autres, mais sur la réalité, on les voit sur le même plan. On les voit comme ça, pas comme ça. Ce qui fait, comme les anciens Grecs, ils ont parlé de la sphère d'Iphix. La sphère d'Iphix, c'est-à-dire la sphère céleste qui contient les étoiles à la même distance, alors que c'est un schéma complètement faux. C'est une illusion qu'on a. Regardez sur ce schéma-là, sur cette image. Les premiers arbres, je peux les placer l'un après l'autre, mais au-delà d'une certaine distance, ça y est, je ne peux plus faire ce classement-là, parce que l'œil ne se permet plus de faire son travail correctement, elle va déplacer. Donc, j'ai parlé de deux yeux. Là, j'ai mis exprès des araignées pour vous dire il y a des êtres vivants qui ont 4, 6, 8 œils, comme les araignées. D'accord? On peut... Donc, l'être humain a deux yeux séparés de 7 cm pour assurer la perspective en 3D, perspective cavalière, 3 dimensions, et voir la profondeur, en quelque sorte. Là, puisqu'on parle de profondeur, je peux voir le fond du boulevard, je vois l'image nette. Et subitement, je regarde un objet à côté de moi, l'arbre qui se trouve à 1 mètre, 2 mètres de moi. Je vais le voir aussi net. Et comment ça se fait, ce fonctionnement-là? Si le cristallin est une lentille convergente, je regarde un objet à une position donnée, OA, ça, je vais obtenir A' son image sur l'axe. Quand vous vous rappelez la relation de conjugaison qui lie l'objet à son image formée par la lentille convergente. 1 sur OA', terme image, moins 1 sur OA, terme objet, est égal à terme de l'instrument, 1 sur OF', c'est-à-dire la lentille. J'ai OA qui varie, F' constante, donc OA' varie. Par conséquent, l'image sera formée derrière la rétine, donc je vais voir flou. Or, ce n'est pas le cas, je continue à voir net, donc OA' se trouve sur l'image. Ben, ce qu'il faut savoir pour l'œil, c'est OA' est toujours fixe, c'est la distance entre le cristallin et la rétine, à peu près entre 15 et 17 mm.
D'accord? C'est OA' fixe, il ne bouge pas. OA change de valeur, par conséquent, c'est OF' change. Vous allez me dire comment une lentille capable de changer sa vergence, donc sa distance focale. Oui, l'œil, c'est une lentille capable de changer sa distance focale, par conséquent sa vergence. C'est que des formé par, c'est comme un oignon, vous voyez des enveloppes, et chaque membrane peut glisser sur l'autre pour que le cristallin enfle et changer sa vergence. Juste une petite remarque, le terme vergence, c'est le terme utilisé par les ophtalmologues, par les opticiens. Quand vous consultez un ophtalmo, il va vous inscrire une ordonnance pour porter des lunettes de vergence de vert temps, ainsi de suite. Jamais il va vous parler de distance focale. La notion de distance focale a été utilisée à l'université pour un besoin académique et faciliter la compréhension. Donc il y a une relation entre la vergence et la distance focale, c'est que la vergence exprimée en dioptrie mètre moins 1 est égale à 1 sur OF', distance focale. L'inverse de la distance focale exprimée en mètres. 1 sur mètre est égal à mètre moins 1, c'est le dioptrie, c'est la vergence. Très bien. Regardons cet œil-là, qui est en train d'observer cette bougie. La bougie se trouve très très loin. D'accord ? Donc je vais écrire la relation de conjugaison. 1 sur OA' moins 1 sur OA est égal à 1 sur OF'. 1 sur OA c'est l'infini. 1 sur OA, 1 sur l'infini, ça donne 0. Donc 1 sur OA' est égal à 1 sur OF'. C'est la distance focale du cristallin. Le cristallin, il est là. L'image est formée sur la rétine. Donc de là à là, j'ai OA'. C'est la vergence ou la distance focale. Très bien. Maintenant, je vais commencer à approcher la bougie vers l'œil. J'approche la bougie, donc je vais avoir la relation de conjugaison 1 sur OA' moins 1 sur OA est égal à 1 sur OF'. 1 sur OA n'est pas nul, puisque OA il prend une valeur finie, très proche. Par conséquent, si je ne change rien, l'image serait formée derrière. Nous avons vu tout à l'heure, pour respecter l'égalité de la relation de conjugaison d'une lentille mince, il faut que l'image OA' vérifie la relation 1 sur OA' moins 1 sur OA est égal à 1 sur OF'. Or, ici, je ne vais pas voir l'image si rien ne se passe. L'image sera formée derrière la rétine. Par conséquent, le cerveau va réclamer un travail supplémentaire pour rendre l'image nette, parce qu'il est dérangé. L'image est floue, il cherche par tous les moyens à la rendre nette. Qu'est-ce qu'on fait? Le cerveau commande aux muscles ciliaires qui se trouvent par là d'agir sur la zonule ici, afin de permettre au cristallin de se bomber, d'enfler et augmenter sa vergence par la suite. Augmenter sa distance, donc réduire la distance, et l'image sera ramenée sur la rétine afin qu'elle soit visible d'une façon nette. Donc, lorsque je rapproche l'objet à observer de moins l'infini à une distance finie, l'image restera toujours nette, et seulement le cristallin a changé de forme. Regardez la forme du cristallin là et là. Là, elle est au repos, donc on dit qu'il s'agit d'une vergence minimale, alors que là, c'est une forme maximale enflée, gonflée, pour une vergence maximale. Ce phénomène porte le nom de l'accommodation. On fait l'accommodation, c'est-à-dire automatiquement, l'œil fait changer la forme de son cristallin afin de maintenir l'image nette, c'est-à-dire sur la rétine, quand l'objet concerné se rapproche vers l'œil. Très bien. Donc, là, l'accommodation se traduit par l'augmentation de la vergence du cristallin grâce à un accroissement de la courbure des faces et peut-être une variation d'indice de réfraction. Vous voyez, l'œil, elle est là, c'est la sclérotique, le blanchâtre, l'iris avec la cornée et la pupille, et ce sont les muscles
les muscles ciliaires qui maintiennent l'œil sur sa position et qui sont capables de la tourner comme ça, dans le sens horizontal, vertical, et puis d'agir sur le zonule, c'est un tendon qui tient le cristallin, de ne pas agir et de laisser le cristallin enfler pour changer sa vergence et que l'image sera toujours formée sur la rétine. Vous voyez? Donc, j'ai un objet lointain, l'image est formée sur la rétine, je rapproche l'objet, l'image est toujours maintenue sur la rétine, mais regardez, la forme du cristallin, il a bougé là et là. Donc, il y a un changement de forme, il a été gonflé pour maintenir... Et voilà le cristallin avec zonule, l'iris et le muscle ciliaire qui va agir pour le permettre à cette accommodation. Et là, vous voyez donc une coupe de l'œil avec les muscles ciliaires et la sclérotique pour vous montrer comment ça fonctionne, ce cristallin. Ces déformations sont obtenues par pression des muscles de la zonule, principalement sur la face antérieure du cristallin. Cette action musculaire, si elle est prolongée, ça s'accompagne d'une fatigue. Bien sûr, c'est lorsqu'on prend le soir, avant de se coucher, on prend un roman pour lire, d'accord, pour préparer son sommeil. Ben, au bout d'un certain moment, on sent une certaine fatigue. Pourquoi? Tout simplement parce que on est en train de lire, sachant que le livre, c'est-à-dire l'objet sur le point le plus proche de la vision est net, ce qui correspond à une position où le cristallin il est enflé au maximum pour nous donner sa vergence maximale, qu'on va traiter l'exercice numéro 3 de la série numéro 3. Et à partir d'un certain moment, ben, on applique ça, d'accord? Ça s'accompagne d'une fatigue. C'est pour ça que... Voilà donc pour un œil normal, l'image d'un objet très éloigné et puis rapproché de cet objet forme premièrement sur la rétine puis derrière la rétine. Il cesse d'être vu de façon nette. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc j'ai un œil ici, sa zone de vision nette, c'est cette partie-là. Tout objet qui se trouve dans cette zone, elle est visible de façon nette par cet œil. Le point le plus proche où la vision est nette, à une distance minimale, porte le nom du punctum proximum. Punctum proximum, c'est le point le plus proche, c'est du latin. Et le point le plus éloigné, où la vision est nette, ça porte le nom latin punctum remotum. Punctum remotum, c'est le point le plus éloigné. Donc, pour l'accommodation, objet éloigné, l'image formée sur la rétine, je vois très bien, net. L'objet rapproché, pour que je continue à voir l'objet net, il faut former son image sur la rétine. Sinon, ça devient flou. Et pour la fixer sur la rétine, il faut changer la forme du cristallin que vous voyez là. D'accord? Il est enflé pour voir. Donc, en vision de loin, le muscle ciliaire est relâché, les fibres élastiques de la zonule zine étirent le cristallin. Je suis en train de voir cette route-là, au fond. Comme j'ai dit tout à l'heure, les premiers objets, je peux les classer. Au fond, je ne peux pas, à cause de l'œil ne fonctionne plus. Et quand je vois le lointain, je ne fournis aucun effort sur mon cristallin. Le cristallin, il est dit au repos. Sa vergence, elle est minimale. L'image est formée sur la rétine, sur le plan focal image du cristallin. Je n'ai aucun problème. Je parle pour le cas d'un œil normal. D'accord? Et quand je vois de près, vous voyez, je vois de près, donc de loin, c'est un peu flou, je ne vois pas. Par contre, là, je fixe ce qui est près. Je fixe le près, donc je mets en action mon cristallin qui sera bombé grâce aux muscles ciliaires qui vont tirer, et je vais voir net cette image-là, cette feuille, dont l'image est formée sur ma rétine. Sinon, ces objets-là qui sont flous, leur image est formée derrière la rétine. C'est pour ça que je les vois flous. D'accord? Donc voilà la vision de rapproché et vision lointain. Donc pour n'importe quel œil, je répète, pour n'importe quel œil, elle a une zone de vision nette, là où
où l'œil est capable de voir de façon nette tous les objets. Le point le plus proche, la distance minimale, dm, porte le nom de punctum proximum. Punctum proximum, la vergence du cristallin correspond à la vergence maximale. Alors que pour le point le plus éloigné où la vision est nette, ça s'appelle le punctum remotum, le minimum, le cristallin possède une vergence minimale. Donc le punctum proximum pp est le point le plus proche de l'œil où la vision est nette. Ça correspond à une vergence maximale du cristallin. Le cristallin est bombé au maximum pour ramener l'image sur la rétine afin qu'elle soit nette. Punctum remotum, c'est le point le plus éloigné où notre œil est capable de voir de façon nette. Pour un œil normal, je dis que le PP se trouve à 25 cm et le PR se trouve à moins l'infini. C'est la zone moins 25, moins l'infini. Le moins parce que j'ai un axe optique delta orienté dans ce sens de propagation de la lumière. Je prends l'œil comme origine. Donc de l'œil au PP, j'ai une mesure algébrique négative. Très bien. On peut définir le PP comme étant le point où le cristallin présente une vergence maximale. Et on peut définir le PR comme le point de vision nette où le cristallin possède une vergence minimale. Voilà, donc il est évident de l'accommodation limitée par les possibilités musculaires de l'œil, ce qui fait le PP et le PR dépendent d'un individu à un autre. D'accord? Donc le punctum proximum, le punctum remotum, entre les deux, c'est la zone de vision nette. Tout objet qui se trouve dans cette zone-là, cet œil-là le voit de façon nette. Je prends un jeune de 20 ans, il peut avoir son PP à 15, à moins 15, moins 20, et le PR à moins l'infini. D'accord? Moins 15, moins 25. Par convention, on a pris moins 25 parce que pour une vergence, je dirais l'inverse, c'est de moins 4. 1 sur moins 25 cm, je convertis 25 cm en mètres, ça fait 0,25. 1 sur 0,25, ça fait 100 sur 25, ça fait 4. C'est de 4 vergences. Très bien. Ok, donc en accommodant, l'œil augmente sa vergence, ce qui rapproche le plan de mise au point, le cristallin est bombé. Le PP correspond à une vergence maximale. Pour un objet éloigné, l'infini, j'ai le PR qui se retrouve à l'infini. Distance maximale, c'est de l'infini. Distance minimale, 25. Je dis bien distance. C'est pour ça que c'est positif. Mais si je veux respecter mon axe, je prends la mesure algébrique. L'origine, c'est l'œil. Le OPP, c'est à moins 25. OPR, c'est à moins l'infini. D'accord? Voilà. Tout objet qui se trouve dans cette zone-là, ça s'appelle la zone de vision nette ou zone de vision distincte, sera vu. Donc cet objet, il va se déplacer le long de cette zone-là. Cet œil va le voir d'une façon nette. Qu'est-ce que ça veut dire net? Ça veut dire que l'image de cet objet-là sera placée sur la rétine. OA', c'est égal à la distance cristallin-rétine, entre 15 mm et 17 mm.